le prix de littérature de la ville hanséatique libre de Brême. Après n'avoir rien écrit durant 5 ans, puis avoir mis 1 an à écrire Gel à Vienne en 1962, mon avenir m'avait paru plus sombre que jamais. J'avais envoyé Gel à un ami qui était lecteur aux éditions Insel Verlag et le manuscrit avait été accepté en 3 jours. Mais une fois qu'il avait été accepté, je me suis rendu compte que l'ouvrage était inabouti et ne devait pas être publié sous cette forme insatisfaisante. Dans une pension bon marché de Francfort, située sur une des rues très passantes près de la tour Eschenheim, une des seules que je pouvais me permettre, j'ai remanié tout le livre. Je me levais à 5 heures du matin et m'installais à la petite table près de la fenêtre, et quand vers midi j'avais fini de rédiger 5 à 8 ou même 10 pages, je courais les porter à mon éditrice chez Insel Verlag et je discutais avec elle de l'endroit où il fallait les insérer. Le livre tout entier s'était complètement transformé durant ces semaines francfortoises. J'ai probablement jeté près de 100 pages jusqu'à obtenir un résultat qui me paraisse tout de même acceptable et qui pouvait être envoyé à la composition. J'étais content de mon livre qui parut au printemps 63 en même temps qu'un compte-rendu de plusieurs pages signé Zuckmayer dans Die Zeit. Mais lorsque le déluge de critiques incroyablement violents et complètement contradictoires, des éloges les plus embarrassants aux descentes en flèche les plus féroces a pris fin, je me suis senti d'un seul coup comme anéanti, comme si je venais de tomber sans rémission dans un épouvantable puits sans fond. J'étais persuadé que l'erreur d'avoir placé tous mes espoirs dans la littérature allait m'étouffer. Je ne voulais plus entendre parler de littérature. Elle ne m'avait pas rendu heureux, mais jeté au fond de cette fosse fangeuse et suffocante d'où l'on ne peut plus s'échapper, pensais-je à l'époque. Je maudissais la littérature et ma dépravation auprès d'elle, et j'allais sur des chantiers pour finalement me faire engager en tant que chauffeur-livreur pour la société Christophorus. Mais naturellement, le bonheur de pouvoir faire chauffeur-livreur pour la brasserie Gösser devait prendre fin à un moment ou à un autre. D'un seul coup, j'ai détesté mon activité et l'ai abandonnée du jour au lendemain. Je me suis réfugié sous ma couette dans mon cabinet chez ma tante. Elle avait compris dans quel état je me trouvais, car un jour elle m'a invité à partir quelques mois avec elle à la montagne. Cela nous ferait du bien à tous les deux de nous débarrasser pour quelques mois de l'absolue cruauté et nocivité de la grande ville et de nous adonner à la nature. Elle souhaitait se rendre à Zangtfeit, dans le pays de Salzbourg, non loin de l'hôpital pulmonaire où j'avais été soigné durant de longues années. Une localité perchée à 800 mètres d'altitude et donc idéalement située qui devait nous régénérer. Un matin, très tôt, nous avons rejoint la gare de Westbahnhof, d'où nous sommes partis vers la montagne, ma tante et moi, son accompagnateur, tout frais payé. Mais dois-je préciser que dès que le train s'ébranla et quitta la gare de Westbahnhof, je maudissais déjà la campagne et me languissais de revenir en ville, à Vienne. Plus le train s'éloignait de Vienne, plus j'étais malheureux. Je me disais, c'est une erreur que tu fais là en tournant le dos à Vienne et en partant à la campagne avec ta tante. Mais tu ne peux plus corriger cette erreur. Tu sais bien que tu n'es pas un homme de la campagne, mais un homme des villes, me disais-je. Mais il n'était plus possible de revenir en arrière. Naturellement, je n'ai pas trouvé mon bonheur à la campagne. Les gens m'ennuyaient. Oui, je les exécrais. La nature m'ennuyait et je l'exécrais. Je commençais à détester les gens et la nature. J'étais devenu un triste rumineur qui sillonnait les prés et arpentait les bois, la tête basse, et qui, à la fin, refusait même de se nourrir. Ainsi donc, mon hostilité secrète à la vie montagnarde et campagnarde m'avait-elle mené droit à la catastrophe. Je n'étais plus qu'une navrante caricature de moi-même, enchaîné que j'étais au sentiment paroxystique de mon désespoir existentiel, lorsque me fut attribué le prix de littérature de la ville hanséatique libre de Brême. Ce n'est pas le prix lui-même qui me sauva de mon humeur, oui, de mon existence catastrophique, mais l'idée de pouvoir reprendre la maîtrise de ma vie grâce à la dotation de 10 000 marks, de lui imprimer un tournant radical, de la rendre à nouveau possible. Le prix avait été annoncé, je connaissais le montant dont il était doté, j'avais la possibilité de faire de cet argent l'usage le plus raisonnable qui soit. Mon souhait avait toujours été d'avoir une maison pour moi tout seul et à défaut d'une vraie maison, d'avoir au moins 4 murs dont je pourrais m'entourer, entre lesquels je pourrais faire tout ce que je voulais, dans lesquels je pourrais m'enfermer. Je me suis donc dit qu'avec le montant du prix, j'allais faire l'acquisition de ces murs. Et j'ai pris contact avec un marchand de biens qui aussitôt s'empressa de me rendre visite à Zangtfeit et me proposa quelques objets. Bien entendu, tous ces objets étaient beaucoup trop chers. La somme que j'allais toucher ne représentait qu'une fraction de leur prix de vente. Mais
Pourquoi pas, me dis-je, et je convins avec le marchand de biens d'un rendez-vous début janvier en Haute-Autriche, où il était installé et où se trouvaient les objets qu'il pouvait me proposer. Il s'agissait principalement, m'expliquait-il, de fermettes anciennes, voire tombant en ruine pour certaines, toutes à un prix compris entre 100 000 et 200 000 shillings. Or, mon prix à moi n'était doté que de 70 000 shillings. Peut-être trouverais-je pour ces 70 000 shillings des murs dans lesquels je puisse m'enfermer. Je ne pensais même pas à une maison lorsque je pensais à un objet qui pouvait me convenir. Je pensais à des murs, et plus précisément à des murs pour m'y enfermer. Je me rendis en Haute-Autriche, ma tante m'accompagnait, et nous sommes allés voir le marchand de biens. L'homme m'impressionnait. J'avais tout de suite éprouvé de la sympathie pour lui. Il était énergique et me paraissait doté d'un caractère impeccable. Nous sommes arrivés dans un coin où la couche de neige atteignait plusieurs mètres et nous nous sommes frayés un chemin jusqu'à la maison du marchand de biens. Il nous a installés dans sa voiture et nous a expliqué à l'aide d'un plan griffonné sur un bout de papier où se trouvaient les objets que nous allions voir et quel chemin nous allions parcourir pour nous rendre d'un objet à un autre. Il claqua les portières et la tournée de visite put commencer. Mais voilà qu'un épais brouillard avait déjà recouvert l'ensemble du paysage et nous ne voyions rien, pas même la route qu'empruntait le marchand de biens pour nous emmener voir le premier objet. Ma tante éprouvait autant de curiosité que moi, nous ne disions rien, tous les deux. Je ne savais pas ce qui se passait à l'intérieur de ma tante, elle ne savait pas ce qui se passait en moi, le marchand de biens ne savait pas ce qui se passait en nous, il ne disait strictement rien, puis, soudainement, il s'arrêta et nous invita à descendre. Et en effet, je vis se détacher devant moi dans le brouillard un énorme mur fait de grands blocs de pierre. Le marchand de biens poussa un grand portail en bois arraché de ses gonds et nous entrâmes dans une grande cour. La cour aussi était recouverte d'1 mètre ou plus de neige. On avait l'impression que les propriétaires de cet objet étaient partis en catastrophe, abandonnant tout en vrac à son sort. Je me disais qu'un grand malheur avait dû les frapper. Le marchand de biens nous indiqua que l'objet n'était plus habité depuis 1 an et nous précéda. Dans chaque pièce où nous pénétrions, il disait qu'il s'agissait d'une pièce particulièrement belle. En outre, il répétait sans cesse l'expression « excellente proportion » et ne paraissait pas gêner le moins du monde qu'à tout instant le parquet vermoulu cédât sous ses pas, ce qui le forçait à esquiver d'un bond habile le précipice de putréfaction qui s'ouvrait sous ses pieds. Le marchand de biens ouvrait la marche et je lui emboîtais le pas, suivi par ma tante. Nous passions par les pièces comme si nous marchions sur des planches, comme si nous devions traverser un marigot croupissant. Parfois, je me retournais vers ma tante qui était toutefois très agile, plus agile que moi et que le marchand de biens. Il y avait 11 ou 12 pièces à visiter, toutes dans un état de délabrement avancé, et l'exhalaison de centaines, que dis-je, de milliers de souris et de rats momifiés emplissait l'atmosphère. Tous les parquets étaient vermoulus et rongés par la pourriture et la plupart des encadrements de fenêtres avaient été arrachés par les intempéries. Ma tante avait mis un mouchoir devant sa bouche pour pouvoir supporter la puanteur qui régnait dans cet objet. Il n'y avait pas que l'odeur de putréfaction. Il y avait aussi de grands tas de fumier qui jonchaient les étables et que les propriétaires n'avaient pas enlevés. Le marchand de biens ne cessait de répéter « excellente proportion ». Et plus il faisait ce constat, plus il me devenait évident qu'il avait raison. À la fin, ce n'était plus lui, mais moi qui disais que l'objet avait d'excellentes proportions. Je le répétais à tout instant. J'entrais peu à peu dans une frénésie qui me faisait dire à intervalles de plus en plus courts « excellentes proportions ». Et à la fin, je m'étais moi-même persuadé que l'objet tout entier était véritablement et indubitablement doté d'excellentes proportions. D'un instant à l'autre, j'ai été complètement obsédé par cet objet. Et quand nous nous sommes de nouveau retrouvés devant le portail d'entrée pour aller voir l'objet suivant, et le marchand de biens était maintenant pressé, car il restait encore 10 ou 12 objets à visiter, je dis que tous ces objets ne m'intéressaient plus désormais et que j'avais trouvé l'objet qui me convenait. C'était celui-là même, car il était véritablement doté d'excellentes proportions. C'était même les proportions idéales pour moi. Enfin bref, j'étais disposé à conclure sur le champ le contrat de vente avec le marchand de biens. Entre le début de la visite et cette déclaration de ma part, 1/4 d'heure à peine s'était écoulé. Ma tante était effrayée, elle me dit de ne pas faire de bêtises, elle trouvait naturellement atroces ces murs, et lorsque nous fûmes de nouveau installés dans la voiture du marchand de biens qui nous ramenait chez lui, afin d'établir le contrat, elle ne cessait de répéter par-dessus mon épaule qu'il fallait que je pèse soigneusement le pour et le contre, que je laisse passer une nuit. Mais
Ma décision était prise. J'avais trouvé mes murs. Je proposais aux marchands de biens de faire un acompte de 70 000 shillings fin janvier, soit après la remise du prix de Brême, et de verser le reste dans le courant de l'année. Une demi-heure après avoir vu Natal, c'était le nom de mes murs, pour la première fois, et assez indistinctement, qui plus est, car ils étaient complètement plongés dans le brouillard, sans même parler du fait que je n'avais strictement rien vu de ce qui entourait ces murs, c'est-à-dire du paysage, me contentant de suppositions à son sujet, je signai la promesse de vente comme on dit. Dans le train de retour, alors que ma tante ne disait plus rien, figée dans un terrible pressentiment, je sentis monter en moi les terribles affres du doute, comme on dit. Je me demandais tout à coup ce qui avait bien pu se passer et dans quoi je m'étais fourré, car naturellement, je m'étais laissé entraîner dans quelque chose d'absolument effroyable. Je passais toute une série de nuits sans sommeil, au cours desquelles, naturellement, je ne pouvais prendre la pleine mesure de ce que j'avais fait, de ce que j'avais signé, ni trouver d'où tirer les fameux 150 000 shillings restants. Mais le jour de la remise de prix à Brême va arriver, me disais-je, et alors j'aurai la compte de 70 000 shillings et je serai sauvé. J'ai donc pris le train pour Brême, que je ne connaissais pas. La remise de prix devait se dérouler au vieil hôtel de ville de Brême, et c'est d'ailleurs là qu'elle s'est déroulée. Mon plus grand problème était qu'on m'avait demandé de faire un discours devant l'assistance, et j'étais déjà à Brême, et je n'avais pas la moindre idée de ce que j'allais dire dans ce discours, dont je savais pourtant depuis des semaines qu'il me faudrait le tenir, et même durant la nuit, aucune idée ne m'est venue pour ce discours. Le matin, je n'en avais toujours pas. Or, ça commençait à urger. Durant le petit déjeuner, il me vint à l'esprit qu'en rapport avec Brême, il y avait ce fameux conte des musiciens de Brême. Et dans ma tête, je mis au point un concept au centre duquel se trouvaient les musiciens de Brême. Je terminai mon thé, je montai dans ma chambre et m'assis sur mon lit et rédigeais un brouillon. Je rédigeais un deuxième, puis un troisième brouillon. Je dus alors reconnaître que mon idée avait été mauvaise et que je devais en trouver une autre. Mais l'heure pressait. Entre-temps, il y avait eu un coup de fil pour moi, et on m'avait notamment demandé combien de temps durait mon discours. Il n'est pas long, avais-je dit au téléphone, pas long du tout, hein. Voilà ce que je disais, alors que je n'avais pas encore la moindre idée de ce à quoi il allait ressembler. Une demi-heure avant le début de la cérémonie à l'hôtel de ville, je m'assis sur mon lit et j'écrivis la phrase « Le froid augmente avec la clarté ». Je pensais que cela me faisait une idée acceptable pour mon discours devant l'assistance. Très rapidement, quelques phrases supplémentaires prirent forme autour du noyau formé par cette première phrase et en l'espace de 10 ou 12 minutes, j'avais tout de même rempli une demi-page environ. Lorsqu'on est venu me chercher à l'hôtel, pour me conduire à l'hôtel de ville, je venais de terminer mon discours. Le froid augmente avec la clarté, me disais-je, tandis que quelques messieurs m'escortaient jusqu'à l'hôtel de ville. J'avais l'impression d'être conduit à un tribunal. Ils flanquaient un prisonnier avec lequel ils avaient quitté l'hôtel pour rejoindre le centre-ville. L'hôtel de ville était déjà plein, il était surtout rempli de groupes scolaires. Cet hôtel de ville brémois est un hôtel de ville célèbre, mais il m'oppressait comme tous les autres hôtels de ville célèbres m'ont toujours oppressé. Ici aussi, les distinctions étincelaient au revers des vestons, brillaient les colliers de mer. On m'a solennellement escorté jusqu'au premier rang et installé à côté du bourgmestre. Un homme monta à la tribune et parla de moi. Il était venu de Francfort pour parler pendant une demi-heure de mon premier livre en prose. Je me souviens qu'il parlait avec conviction et que ses propos n'étaient que louanges, mais je ne comprenais rien à ce qui se passait autour de moi. Tout le temps, je ne voyais que mes murs de Natal et réfléchissais aux moyens de les payer. Que c'est long à chaque fois d'attendre que l'argent arrive vraiment, me disais-je. Lorsque le louangeur eut fini et que surtout les scolaires, sembla-t-il, eurent applaudi avec enthousiasme, on me signifia de monter à la tribune. Sur cette tribune me fut alors remis le diplôme du prix, dont je ne me rappelle plus aujourd'hui à quoi il ressemblait, je ne le possède plus, pas plus que je ne possède le reste de mes diplômes, ils se sont tous perdus au cours des années. J'avais désormais mon diplôme et mon chèque en poche et je me dirigeais vers le pupitre et je lus mes quelques mots au sujet du froid qui augmente avec la clarté. Juste au moment où le public commençait à s'habituer à mon discours, voilà qu'il était déjà terminé. C'était l'allocution la plus brève de tous les lauréats du prix littéraire de Brême, me suis-je dit, ce dont j'eus confirmation après la cérémonie.
Dès le lendemain, je retournais à Vienne. Naturellement, je ne pouvais plus attendre le moment où j'allais emménager dans mes murs nouvellement acquis de Natal. La manière dont j'ai pu finalement les nommer miens, les transformer et agrandir de mes mains avec plus ou moins de réussite et les financer au cours des années, ce n'est pas ici le lieu d'en parler. Mais le prix de la ville de Brême a été la première étape en direction de mes murs. Sans lui, tout aurait probablement pris une autre tournure pour moi. Quoi qu'il en soit, je suis encore une fois retourné à Brême en lien avec le prix de littérature de la ville de Brême et je ne vois pas pourquoi je tairais mon expérience de ce deuxième voyage brémois. Je siégeais, comme on dit, au jury qui allait désigner le prochain lauréat du prix et dès mon départ pour Brême, j'étais fermement résolu à donner ma voix à Canetti, qui, me semble-t-il, n'avait pas obtenu jusque-là le moindre prix littéraire. Peu importe les raisons, mais à l'époque, personne d'autre que Canetti ne rentrait en ligne de compte pour moi. Tout autre choix me paraissait ridicule. C'est autour de la table, tout en longueur d'un restaurant de Brême, me semble-t-il, que le jury s'est réuni. Il y avait toute une série de messieurs habilités à voter, comme on dit, dont le célèbre sénateur Armsen, avec qui je m'entendis très bien. Je pense qu'ils avaient chacun cité leur favori, qui jamais n'avait été Canetti, lorsque ce fut mon tour et que je dis « Canetti !» J'étais pour qu'on donne le prix à Canetti et qu'on récompense ainsi Otto da Fé, sa géniale œuvre de jeunesse qui avait été rééditée 1 an avant cette réunion du jury. J'avais répété à plusieurs reprises « Canetti !» Et à chaque fois, les visages autour de la longue table avaient pris un air de souffrance. Nombre des jurés présents à cette table ne savaient même pas qui était Canetti. Et parmi les rares jurés qui avaient entendu parler de lui, il y en eut un qui, juste après que j'eus répété pour la énième fois « Canetti !» a dit « Mais lui aussi est juif. » Ensuite, il n'y avait plus eu que des murmures et il n'avait plus été question du tout de Canetti. J'entends encore aujourd'hui cette phrase « Mais lui aussi est juif », même si je ne saurais dire qui, autour de la table, l'a prononcée. Mais encore aujourd'hui, j'entends résonner en moi cette phrase à la provenance particulièrement inquiétante, même si je ne sais pas qui l'a prononcée. Or, cette phrase a étouffé dans l'œuf tout débat sur ma proposition d'attribuer le prix à Canetti. À l'époque, j'avais préféré ne plus participer du tout à la suite des débats et avais observé le silence durant le reste de la séance. Or, désormais, l'heure était bien avancée, et même si, entre-temps, j'avais entendu citer toute une ribambelle de noms absolument affreux qui, pour moi, étaient tous associés au bavardage et au dilettantisme, aucun lauréat ne s'était encore dégagé de la réunion. Les messieurs commençaient déjà à regarder la pendule, et une odeur de rôti entrait peu à peu par les battants de la porte. La table était donc obligée de prendre une décision. À mon immense étonnement, l'un des messieurs, encore une fois, je ne sais plus qui au juste, tira du tas de livres jonchant la table, complètement au hasard, me sembla-t-il, un livre de Hildesheimer et dit sur un ton d'une naïveté renversante, tout en se levant comme pour aller déjeuner sans plus tarder, pourquoi pas Hildesheimer ? Prenons donc Hildesheimer. Or, Hildesheimer était justement un nom qui n'avait pas été cité une seule fois pendant toutes les heures qu'avait duré le débat. Et voilà que soudainement, le nom de Hildesheimer était tombé et tout le monde remuait sur son fauteuil et était soulagé et acquiescé au choix de Hildesheimer. Et en l'espace de quelques minutes, Hildesheimer avait été désigné comme le nouveau lauréat du prix de la ville de Brême. Probablement, aucun d'entre eux ne savait vraiment qui était Hildesheimer. Mais voilà déjà qu'il transmettait un communiqué à la presse comme quoi le prix avait été attribué à Hildesheimer au bout de plus de 2 heures de délibération. Les messieurs se sont levés et sont sortis pour rejoindre la salle à manger. Le juif Hildesheimer avait obtenu le prix. Pour moi, c'était cela le clou de cette remise de prix. Je ne pouvais pas le passer sous silence. Discours lors de la remise du prix de littérature de la ville hanséatique libre de Brême. Mesdames et messieurs, je ne saurais m'en tenir aux contes évoquant les musiciens de votre ville. Je ne veux rien raconter, je ne veux pas chanter, je ne veux pas prêcher, mais une chose est vraie, le temps des contes est terminé.
Les contes des villes et les contes des États et tous les contes scientifiques, celui des contes philosophiques aussi. Il n'y a plus de monde des esprits. L'univers lui-même n'est plus un conte. L'Europe, la plus belle Europe, est morte. Voilà la vérité et la réalité. La réalité, tout comme la vérité, n'est pas un conte. Et la vérité n'a jamais été un conte. Il y a 50 ans, l'Europe tout entière était encore un conte. Le monde entier était un monde de contes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vivent dans ce monde de contes, mais ils vivent dans un monde mort, et d'ailleurs, il s'agit de mort. Celui qui n'est pas mort est en vie, et il ne vit pas dans les contes. Il n'est pas un conte. Moi-même, je ne suis pas un conte, et je n'appartiens à aucun monde de contes. J'ai dû vivre durant une longue guerre, et j'ai vu des centaines de milliers de gens mourir, et d'autres, enjambant leurs cadavres, continuer à vivre. Tout a continué dans la réalité. Tout a changé, en vérité. En 5 décennies, au cours desquelles tout s'est révolté et tout a changé, au cours desquelles un conte millénaire s'est transformé en la réalité et en la vérité. Je sens que j'ai de plus en plus froid, alors qu'un monde ancien s'est transformé en un monde nouveau, une nature ancienne en une nature nouvelle. Il est plus difficile de vivre sans conte. C'est pour cela qu'il est si difficile de vivre au XXe siècle. Nous ne faisons plus qu'exister. Nous ne vivons pas. Plus personne ne vit plus. Mais il est beau d'exister au XXe siècle, d'avancer. Mais d'avancer vers quoi ? Je ne suis, je le sais, sorti d'aucun conte et je n'entrerai dans aucun conte. C'est déjà un progrès et c'est déjà une différence entre le temps d'avant et le temps d'aujourd'hui. Nous nous trouvons sur le territoire le plus abominable de toute l'histoire. Nous sommes effrayés, effrayés en tant que substance profondément troublante dont est fait l'homme nouveau et dont est fait notre nouveau concept de nature et de renouvellement de la nature. Tous autant que nous sommes, nous n'avons été au cours du demi-siècle écoulé qu'une seule et grande douleur. Cette douleur, aujourd'hui, c'est nous. Cette douleur est aujourd'hui notre état d'esprit. Nous avons des systèmes tout nouveaux, une conception du monde toute neuve, et même une conception toute neuve et absolument magnifique de ce qui entoure le monde. Nous avons une morale toute neuve, et nous avons des sciences et des arts tout neufs. Nous avons le vertige et nous avons froid. Nous avons cru qu'étant des hommes, nous allions perdre l'équilibre, mais nous n'avons pas perdu l'équilibre. Et nous avons fait ce que nous pouvions pour ne pas mourir de froid. Tout a changé parce que nous l'avons changé. La géographie extérieure a changé au même titre que la géographie intérieure. Nous nous montrons désormais de plus en plus exigeants. Nous ne pouvons nous montrer assez exigeants. Aucune époque ne s'est montrée aussi exigeante que la nôtre. Notre existence même est empreinte de mégalomanie. Mais comme nous savons que nous ne pouvons pas tomber ni mourir de froid, nous nous risquons à faire ce que nous faisons. La vie n'est plus que science, science issue des sciences. Nous nous sommes soudainement résorbés dans la nature. Les éléments nous sont désormais familiers. Nous avons mis la réalité à l'épreuve. La réalité nous a mis à l'épreuve. Nous connaissons désormais les lois de la nature éternelle et souveraine, et nous pouvons les étudier dans la réalité et dans leur vérité. Nous n'avons plus besoin de nous en remettre à des suppositions. Lorsque nous examinons la nature, nous n'y voyons plus des fantômes. Nous avons écrit le chapitre le plus téméraire du grand livre de l'histoire du monde. Et nous l'avons tous écrit, chacun pour soi, dans l'effroi et dans la peur de la mort. Jamais de notre plein gré, ni à notre goût, mais en fonction des lois de la nature. Nous avons écrit ce chapitre dans le dos de nos pères aveugles et de nos professeurs stupides, dans nos propres dos. Après tant de chapitres interminables et fades, le plus court et le plus crucial. Cette clarté dans laquelle nous apparaît soudainement notre monde de science, nous effraie. Nous avons froid dans cette clarté, mais nous avons voulu cette clarté, nous l'avons provoquée. Nous n'avons donc pas le droit de nous plaindre du froid qui règne désormais. Le froid augmente avec la clarté. Ce sont cette clarté et ce froid qui régneront désormais. La science de la nature sera pour nous une clarté supérieure et un froid beaucoup plus sévère encore que ce que nous pouvons nous imaginer. Tout sera clair, d'une clarté de plus en plus haute et de plus en plus profonde, et tout sera froid, d'un froid de plus en plus effroyable. Nous n'aurons
nous aurons à l'avenir la sensation d'un jour toujours plus clair et toujours plus froid. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de l'honneur que vous m'avez fait aujourd'hui.